Je suis d'une génération, et comme quelques-uns d'entre vous, je suis d'une génération qui a connu le passage de la télé en noir et blanc à la télé couleur. Imaginez quelle a été mon émotion le jour où j'ai découvert que Casimir, qui était mon héros, n'était pas gris, mais était orange. Alors aujourd'hui, les héros des minots s'appellent Enjoy Phoenix, Norman ou Squeezie, qu'un petit bonhomme de 11 ans m'a fait découvrir il y a l'année dernière. Alors ces fameux YouTubers dont on parle beaucoup comptent des millions de fans hystériques qui sont prêts à les suivre et prêts à suivre la moindre de leurs recommandations. C'est ce qu'ont bien évidemment compris des marques qui en ont fait des influenceurs. Influenceur, c'est un peu le métier à la mode en ce moment, on lit beaucoup de choses là-dessus. Mais c'est quoi un influenceur? Est-ce que c'est un vrai métier ou est-ce que c'est un phénomène éphémère? Pour en parler avec nous, Guillaume Doki-Tonon, serial entrepreneur avec son frangin Maxime. Guillaume a créé Rich, dont l'ambition est justement de mettre en relation les marques et les influenceurs. On l'accueille. Merci. Bonjour à tous. Alors, merci déjà d'être là. Donc, je suis Guillaume Doki-Tonon, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Rich. Notre métier, c'est d'aider les marques à travailler avec les influenceurs. Je ne vais pas du tout faire une présentation commerciale, c'est pas du tout le but, mais c'est vrai que cette activité, elle a l'intérêt de nous mettre au premier plan de cette tendance de fond que sont les influenceurs. Je pense que à part si vous avez vécu dans un bunker ces dernières années, vous n'avez pas pu passer au travers de ce phénomène, de ce buzzword que représente l'influence marketing. Et l'idée un petit peu, c'est de s'y plonger et de regarder un petit peu ce phénomène et voir en quoi on est face à un nouveau métier, peut-être. L'idée, c'est de répondre à cette question. Donc voilà, on va plonger ensemble dans cette jungle de l'influence. Alors déjà, qu'est-ce qu'un influenceur? Un petit rappel quand même, puisque moi je suis de la génération qui a déjà eu la télé en couleur et qui ne regarde même plus la télé. Moi je regarde YouTube, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Alors un influenceur, c'est pas tout le monde, c'est pas toute personne qui possède un réseau social. Un influenceur, c'est une personne qui a déjà une communauté importante. Des études aux États-Unis montrent qu'on est influenceur à partir du moment où on a 1000 personnes qui nous suivent. Alors c'est un peu arbitraire et ça s'applique surtout dans des communautés plutôt grand public, parce que si on est influent dans la mécanique de précision, on sera influent avec moins de 1000 personnes. Toujours est-il que sur ces différents réseaux, que sont les blogs, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Aujourd'hui, sur l'intégralité de ces réseaux, on a à peu près 1,5 million d'influenceurs en France, c'est-à-dire personnes qui ont plus d'une communauté de 1000 personnes. Alors pour les blogs, on parle plutôt de visites, hein, mais c'est un peu pareil. Donc on retrouve les blogs en premier, YouTube qui commence vraiment à prendre le relais. D'ailleurs, aujourd'hui, quand la presse parle d'influenceurs, elle parle surtout de youtubeurs aujourd'hui. Mais on retrouve maintenant Instagram, Snapchatter, et les Snapchatters commencent à attirer de plus en plus la lumière. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu la répartition. Aujourd'hui sur Instagram, Vine, les chiffres sont encore assez confidentiels, donc c'est difficile de donner un rapport, mais on retrouve cette répartition-là. Alors, vous devez sûrement en reconnaître ces influenceurs. Vous reconnaissez très probablement Norman qui est en bas, Enjoy Phoenix pour ceux qui suivent un petit peu la beauté. Vous reconnaissez Rémi Gaillard. Et puis ensuite, vous avez des influenceurs comme French Web finalement, comme Presse Citron, qui sont un peu plus proches de presse. Au final, les premiers influenceurs d'ailleurs étaient les médias. Mais c'est vrai que quand on parle d'un influenceur, on a plutôt tendance à penser à la personne qui agit en son nom propre, intuitu personae. Et je pense que Norman, Cyprien, Enjoy Phoenix illustrent mieux cette notion d'influenceur. Alors, en exclusivité, on a réussi à se procurer les déclarations de revenus des influenceurs.
Donc Norman a déclaré 100 000 euros de revenus les années précédentes. Enjoy Phoenix, l'année dernière, déclare 300 000 euros de revenus. Alors bon, exclu, c'est un fake, hein, ce ne sont pas les déclarations de revenus, mais en revanche, les chiffres sont justes. Ce sont bien les déclarations qui ont été faites par ces derniers. Donc on remarque quand même que si on se pose la question d'un métier, en tout cas, il y a au moins la rémunération et pas des moindres. De la même manière, il y a aussi des formations. Alors, si on regarde, il y a la Birchbox School qui a été lancée par Birchbox il y a un an, je crois, et une autre formation, Oh My Blog. Alors, évidemment, ce n'est pas encore enseigné en université. Ce sont des initiatives qui sont soit portées par des marques, soit portées par des sociétés. Et le but est d'aider ces personnes-là à développer leur influence, à faire des collaborations avec d'autres influenceurs et à finalement leur permettre de se professionnaliser pour pouvoir vivre de leur influence. Donc on a des rémunérations, on a des formations, on voit qu'on est quand même dans un prisme de métier assez fort. La question qui ensuite, suite à ces déclarations de revenus que tout le monde se pose, c'est d'où vient tout cet argent. Alors, déjà, pour ça, il faut comprendre un petit peu l'influence marketing et l'intérêt qu'ont les marques dans ce domaine. Aujourd'hui, chiffre intéressant, on a un tiers des consommateurs qui réalisent des achats à partir d'infos trouvées sur des blogs ou sur les réseaux sociaux. Un tiers tout de même. On a, en moyenne, les Français passent par jour 1h30 sur les réseaux sociaux. Alors moi, beaucoup plus, c'est mon métier. C'est une moyenne, donc on se rend bien compte que qu'on est quand on est dans les millennials, on est sur des valeurs beaucoup plus importantes. Et au final, c'est aujourd'hui là qu'est l'audience et qu'est l'attention. Et on a ensuite pour les marques, dernière étude américaine de 2015, sur un panel de marques, le retour sur investissement de l'influence marketing est de l'ordre de x10. C'est-à-dire que pour $1 investi, on a $10 de ROI dans l'influence marketing. Ce sont des retours sur investissement qu'on retrouve pas depuis qu'on a perdu sur les méthodes de communication traditionnelles. Donc on comprend l'efficacité de l'influence marketing et donc l'intérêt que peuvent avoir les marques. Et d'ailleurs, ça s'illustre assez fortement, et le constat est partagé par les marques, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la part du budget marketing consacré par les marques sur l'influence marketing est 13%, et devrait représenter plus de 20% en 2019. C'est d'ailleurs, de toutes les dépenses marketing des marques, c'est celles ou parmi celles qui ont les plus gros taux de croissance. Et croyez-moi, il y a des marques qui n'ont pas attendu 2019 pour atteindre ces pourcentages. Les grandes marques les plus innovantes dans l'influence marketing, ne serait-ce que L'Oréal, ont déjà des budgets qui sont de l'ordre de 20% en 2016. Donc si on comprend l'intérêt pour les marques, on comprend bien d'où vient l'argent. Maintenant, ce qui est intéressant, et pour comprendre un peu le phénomène naissant et comment est structurée la rémunération des influenceurs, c'est important de voir leurs sources de revenus et la manière dont ils gagnent cet argent. Alors évidemment, le premier constat, c'est que le montant des revenus est proportionnel à l'influence. Alors normalement, vous pouvez me contredire, puisque quand on a regardé les feuilles les déclarations de revenus, on a vu que Norman gagnait moins que Enjoy Phoenix. Or, Norman est plus influent, a une plus grosse communauté qu'Enjoy Phoenix. Donc après, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le même domaine d'activité, et il y a des domaines qui sont plus rémunérateurs, comme la mode, plus rémunérateurs que l'humour par les marques. Alors ensuite, sur cette courbe-là de proportionnel entre l'influence et le revenu, on va trouver différentes sources de revenus. La première, c'est les revenus publicitaires venant de régies automatiques, comme le pré-roll sur YouTube. Là, vous voyez un screen, ce sont ces petites vidéos qui apparaissent avant la vidéo de l'influenceur et dont le revenu est partagé entre YouTube et l'influenceur. On pourrait aussi citer l'affiliation, l'AdSense, c'est-à-dire la rémunération qui vient de la régie Google en affichant des pubs sur le côté de son blog.
Donc ça, l'avantage, c'est que ce sont des revenus qui en général, n'ont pas de minimum. C'est-à-dire que même un petit influenceur peut commencer à gagner de l'argent grâce à ça. Alors évidemment, la rémunération sera faible, mais en tout cas, ça ne demande pas un minimum d'influence. Et donc, tout influenceur commence déjà par ce type de rétribution. Ensuite, arrivent très rapidement après les opérations spéciales. Alors les opérations spéciales, qu'on appelle aussi native advertising, sont en fait des opérations qui sont commandées par les marques, qui sont souvent des placements de produits. Là, on remarque un placement de produit Instagram qu'on a fait pour un client qui est une maison d'édition. Et donc on voit une mise en scène sur Instagram avec le roman. Il y a des placements de produits dans les vidéos sur YouTube, des placements de produits sur Facebook, des citations de produits dans les articles de blog. Donc, et après, il y a des opérations spéciales qui peuvent être un peu plus complexes, mais ça s'adresse même aux influenceurs de moyenne taille, et ça arrive très, très vite après les revenus publicitaires. En général, il y a d'ailleurs une grande partie des influenceurs qui vont rester dans ces deux sources de rémunération. Et c'est ce qu'on appelle la moyenne trend des influenceurs. Ce sont les influenceurs qui garderont toujours l'influence comme une passion, comme un complément de revenus, et rarement en feront leur source de revenus principale. D'ailleurs, nous, au titre de notre start-up, on s'intéresse vraiment à ces influenceurs-là, mais ça donnerait lieu à une conférence supplémentaire sur l'intérêt de cette gamme d'influenceurs versus les stars. Ensuite, il y a une troisième source de revenus qui arrive beaucoup plus loin, et donc justement pour ceux qui ne se sont pas arrêtés là, c'est l'endorsement. Donc l'endorsement, c'est prêter son image. Là, on voit Enjoy Phoenix qui a prêté son image pour une gamme de l'Occitane, et donc qui apparaît sur du PLV en magasin. Donc là, on voit qu'on est dans un mécanisme de rémunération qui est très proche de ceux des stars du showbiz, de la télé, des acteurs. C'est la même chose que Nicole Kidman qui prête son image pour une marque de cosmétiques. Donc on est vraiment dans une source de rémunération qui est proche des stars. Très vite après cette source-là, il y a la source ultime, c'est la diversification des revenus. Enjoy Phoenix qui participe à Danse avec les stars, on verra d'autres exemples. Donc là, on remarque ces deux sources de revenus, l'influenceur est devenu une star. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et en fait qui nous amène à cette conclusion, c'est que finalement, est-ce que l'influence n'est pas une manière pour la télé, pour les métiers artistiques, de sourcer les stars de demain? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2016, on est dans une société où la prise de risque est très faible. Si vous regardez le crowdfunding, par exemple, c'est de se dire, au lieu de lancer un produit, d'investir sur un produit, je vais d'abord vérifier qu'il se vende et qu'il y ait des acheteurs potentiels. Et je le lancerai à ce moment-là. Quand on regarde aux États-Unis, les best-sellers de livres américains, Anatote, par exemple, a écrit son livre, qui s'est vendu à plus de 2 ou 3 millions d'exemplaires aux États-Unis, a écrit son livre sur une plateforme où les lecteurs votaient et elle écrivait chapitre après chapitre. Donc finalement, la prise de risque est extrêmement faible et l'influence est un peu ce manière pour la télé, pour le show business, de repérer les futures stars. On remarque par exemple que Y Penser, un influenceur dans la culture, écrit un livre, que Norman fait un one-man show, que Enjoy Phoenix est depuis peu présentatrice sur Disney Channel. Maintenant, on comprend bien que ces personnes sont en train de devenir des stars, se sont finalement servis de l'influence comme un tremplin pour accéder à ce métier. Maintenant, la vraie question, et aujourd'hui on n'a pas encore la réponse, c'est est-ce que ces personnes-là vont continuer d'être influenceurs ? C'est-à-dire vont continuer d'avoir cette activité de publier sur YouTube est-ce que Enjoy Phoenix va continuer de faire des vidéos malgré le fait qu'elle fasse de l'endorsement pour des marques ou qu'elle présente Disney Channel? Et c'est ça qui va vraiment nous montrer si l'influence est un tremplin ou si l'influence est un métier à part entière. Et Guillaume, il vous reste 3 minutes. Eh ben, ça tombe bien, puisque j'ai fini, et je conclus par une citation que je trouvais très intéressante dans Les Échos, dans un article de Les Échos, c'est que les influenceurs ont réussi à capter la denrée rare du XXIe siècle, l'attention.
C'est-à-dire que l'influenceur a créé organiquement cette attention en montrant son talent sur les réseaux sociaux et a obtenu aussi l'attention de personnes qui ensuite vont les produire sur un one-man show ou vont les faire présenter une émission de télé-réalité ou de télé. Et maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à garder cette attention ou, comme toute star, utiliseront leurs réseaux sociaux juste en parallèle de leur activité principale. Merci à tous. Merci Guillaume. Le même exercice, une question rapide, une réponse tout aussi rapide. Allons-y, la parole est à vous. Moi, je voulais juste savoir sur quoi vous vous basez pour recruter ces influenceurs. Est-ce que vous vous basez uniquement sur le nombre de followers qu'ils génèrent, ou est-ce que vous êtes plutôt axé sur l'originalité? Parce que les youtubeuses beauté, elles sont toutes pareilles, je trouve. Il y en a beaucoup, ça se ressemble énormément. Pareil pour les blogueurs. Et je voulais juste savoir si vous vous basez uniquement sur les followers qu'ils généraient, ou si vous avez quand même des vrais coups de cœur et que vous étiez axé sur l'originalité. Alors, en effet, nous, on ne s'intéresse pas juste aux followers, on s'intéresse à deux choses. On s'intéresse à l'engagement, qui est une valeur qui est plus importante que le nombre de followers, qui est le nombre de commentaires, de likes, c'est-à-dire le taux de public engagé à chaque post. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, en effet, c'est le talent. J'ai lu un article américain qui m'avait fait rire, assez cynique sur l'influence, où le journaliste interrogeait des jeunes, parce qu'aux États-Unis, il y a des jeunes qui arrivent à avoir des nombres de followers qui sont impressionnants, et puis d'autres qui demandent justement comment devenir influenceur. Et la personne lui répond mais qu'est-ce que vous savez faire? Et le jeune répond rien. Au final, ce que cherchent les marques aujourd'hui, c'est des influenceurs qui ont des talents, qui ont, de par ce talent, vont réussir à avoir un engagement fort dans leur communauté. Et même si la communauté n'est pas très grosse, la marque va pouvoir après amplifier en utilisant de la pub sur le réseau social pour finalement compenser la taille de la communauté plus faible en l'amplifiant. Et donc vraiment capitaliser sur le talent. Merci infiniment. Guillaume Doki-Tonon était avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous.